20 ans après, partie 22. Chapitre 80. Retour. Athos et Aramis avaient pris l'itinéraire que leur avait indiqué d'Artagnan et avaient cheminé aussi vite qu'ils avaient pu. Il leur semblait qu'il serait plus avantageux pour eux d'être arrêtés près de Paris que loin. Tous les soirs, dans la crainte d'être arrêtés pendant la nuit, ils traçaient soit sur la muraille, soit sur les vitres, le signe de reconnaissance convenu. Mais tous les matins, ils se réveillaient libres, à leur grand étonnement. À mesure qu'ils avançaient vers Paris, les grands événements auxquels ils avaient assisté et qui venaient de bouleverser l'Angleterre s'évanouissaient comme des songes, tandis qu'au contraire, ceux qui pendant leur absence avaient remué Paris et la province venaient au-devant d'eux. Pendant ces 6 semaines d'absence, il s'était passé en France tant de petites choses qu'elles avaient presque composé un grand événement. Les Parisiens, en se réveillant le matin sans reine, sans roi, furent fort tourmentés de cet abandon. Et l'absence de Mazarin, si vivement désirée, ne compensa point celle des 2 augustes fugitifs. Le premier sentiment qui remua Paris, lorsqu'il apprit la fuite à Saint-Germain, fuite à laquelle nous avons fait assister nos lecteurs, fut donc cette espèce d'effroi qui saisit les enfants lorsqu'ils se réveillent dans la nuit ou dans la solitude. Le Parlement s'émut, et il fut décidé qu'une députation irait trouver la reine pour la prier de ne pas plus longtemps priver Paris de sa royale présence. Mais la reine était encore sous la double impression du triomphe de Lens et de l'orgueil de sa fuite si heureusement exécutée. Les députés non seulement n'eurent pas l'honneur d'être reçus par elle, mais encore on les fit attendre sur le grand chemin où le chancelier, ce même chancelier Séguier, que nous avons vu dans la première partie de cet ouvrage poursuivre si obstinément une lettre jusque dans le corset de la reine, vint leur remettre l'ultimatum de la cour, portant que si le Parlement ne s'humiliait pas devant la majesté royale en passant condamnation sur toutes les questions qui avaient amené la querelle qui les divisait, Paris serait assiégé le lendemain, que même déjà, dans la prévision de ce siège, le duc d'Orléans occupait le pont de Saint-Cloud, et que monsieur le prince, tout resplendissant encore de sa victoire de Lens, tenait Charenton et Saint-Denis. Malheureusement, pour la cour, à qui une réponse modérée eût rendu peut-être bon nombre de partisans, cette réponse menaçante produisit un effet contraire de celui qui était attendu. Elle blessa l'orgueil du Parlement qui, se sentant vigoureusement appuyé par la bourgeoisie, à qui la grâce de Bruxelles avait donné la mesure de sa force, répondit à ces lettres patentes en déclarant que le cardinal Mazarin étant notoirement l'auteur de tous les désordres, il le déclarait ennemi du roi et de l'État, et lui ordonnait de se retirer de la cour le jour même, et de la France sous 8 jours, et, après ce délai expiré, s'il n'obéissait pas, enjoignait à tous les sujets du roi de lui courir dessus. Cette réponse énergique, à laquelle la cour avait été loin de s'attendre, mettait à la fois Paris et Mazarin hors la loi. Restait à savoir seulement qui l'emporterait, du Parlement ou de la cour. La cour fit alors ses préparatifs d'attaque, et Paris ses préparatifs de défense. Les bourgeois étaient donc occupés à l'œuvre ordinaire des bourgeois en temps d'émeute, c'est-à-dire à tendre des chaînes et à dépaver les rues, lorsqu'ils virent arriver à leur aide, conduit par le coadjuteur, monsieur le prince de Conti, frère de monsieur le prince de Condé, et monsieur le duc de Longueville, son beau-frère. Dès lors, ils furent rassurés, car ils avaient pour eux 2 princes du sang, et de plus l'avantage du nombre. C'était le 10 janvier que ce secours inespéré était venu aux Parisiens. Après une discussion orageuse, monsieur le prince de Conti fut nommé généralissime des armées du roi hors Paris, avec messieurs les ducs d'Elbeuf et de Bouillon et le maréchal de la Motte pour lieutenants généraux. Le duc de Longueville, sans charge et sans titre, se contentait de l'emploi d'assister son beau-frère. Quant à monsieur de Beaufort, il était arrivé, lui, du Vendômois, apportant, dit la chronique, sa haute mine, de beaux et longs cheveux et cette popularité qui lui valut la royauté des Halles.
L'armée parisienne s'était alors organisée avec cette promptitude que les bourgeois mettent à se déguiser en soldats lorsqu'ils sont poussés à cette transformation par un sentiment quelconque. Le 19, l'armée improvisée avait tenté une sortie, plutôt pour s'assurer et assurer les autres de sa propre existence que pour tenter quelque chose de sérieux, faisant flotter au-dessus de sa tête un drapeau sur lequel on lisait cette singulière devise: Nous cherchons notre roi. Les jours suivants furent occupés à quelques petites opérations partielles qui n'eurent d'autre résultat que l'enlèvement de quelques troupeaux et l'incendie de 2 ou 3 maisons. On gagna ainsi les premiers jours de février, et c'était le 1er de ce mois que nos 4 compagnons avaient abordé à Boulogne et avaient pris leur course vers Paris, chacun de son côté. Vers la fin du 4e jour de marche, ils évitaient Nanterre avec précaution afin de ne pas tomber dans quelque partie de l'arène. C'était bien à contre-cœur qu'Athos prenait toutes ces précautions, mais Aramis lui avait très judicieusement fait observer qu'il n'avait pas le droit d'être imprudent, qu'ils étaient chargés, de la part du roi Charles, d'une mission suprême et sacrée, et que cette mission reçue au pied de l'échafaud ne s'achèverait qu'au pied de la reine. Athos céda donc. Au faubourg, nos voyageurs trouvèrent bonne garde. Tout Paris était armé. La sentinelle refusa de laisser passer les 2 gentilshommes et appela son sergent. Le sergent sortit aussitôt, et prenant toute l'importance qu'ont l'habitude de prendre les bourgeois lorsqu'ils ont le bonheur d'être revêtus d'une dignité militaire. « Qui êtes-vous, messieurs » demanda-t-il. « 2 gentilshommes, » répondit Athos. « D'où venez-vous ? » ?»« De Londres. »« Que venez-vous faire à Paris ? » ?»« Accomplir une mission près de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. »« Ah ça, tout le monde va donc aujourd'hui chez la Reine d'Angleterre, » répliqua le sergent. « Nous avons déjà au poste 3 gentilshommes, dont on visite les passes et qui vont chez Sa Majesté. Où sont les vôtres ? » ?»« Nous n'en avons point. »« Comment ? Vous n'en avez point ? » ?»« Non, nous arrivons d'Angleterre, comme nous vous l'avons dit. Nous ignorons complètement où en sont les affaires politiques, ayant quitté Paris avant le départ du roi. »« Ah » dit le sergent d'un air fin, « vous êtes des Mazarins qui voudriez bien entrer chez nous pour nous espionner. »« Mon cher ami, » dit Athos, qui avait jusque-là laissé à Aramis le soin de répondre, « si nous étions des Mazarins, nous aurions au contraire tous les passes possibles. Dans la situation où vous êtes, défiez-vous avant tout, croyez-moi, de ceux qui sont parfaitement en règle. »« Entrez au corps de garde, » dit le sergent. « Vous exposerez vos raisons au chef du poste. » Il fit un signe à la sentinelle. Elle se rangea. Le sergent passa le premier, les 2 gentilshommes le suivirent au corps de garde. Ce corps de garde était entièrement occupé par des bourgeois et des gens du peuple. Les uns jouaient, les autres buvaient, les autres péroraient. Dans un coin, et presque gardés à vue, étaient les 3 gentilshommes arrivés les premiers et dont l'officier visitait les passes. Cet officier était dans la chambre voisine, l'importance de son grade lui concédant l'honneur d'un logement particulier. Le premier mouvement des nouveaux venus et des premiers arrivés fut, des 2 extrémités du corps de garde, de jeter un regard rapide et investigateur les uns sur les autres. Les premiers venus étaient couverts de longs manteaux, dans les plis desquels ils étaient soigneusement enveloppés. L'un d'eux, moins grand que ses compagnons, se tenait en arrière dans l'ombre. À l'annonce que fit en entrant le sergent, que, selon toute probabilité, il amenait 2 Mazarins, les 3 gentilshommes dressèrent l'oreille et prêtèrent attention. Le plus petit des 3, qui avait fait 2 pas en avant, en fit un en arrière et se retrouva dans l'ombre. Sur l'annonce que les nouveaux venus n'avaient point de passe, l'avis unanime du corps de garde parut être qu'ils n'entreraient pas. « Si fait, » dit Athos, « il est probable au contraire que nous entrerons, car nous paraissons avoir affaire à des gens raisonnables. Or, il y aura une chose bien simple à faire. Ce sera de faire passer nos noms à Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Et si elle répond de nous, j'espère que vous ne verrez plus aucun inconvénient à nous laisser le passage libre. » À ces mots, l'attention du gentilhomme caché dans l'ombre redoubla et fut même accompagnée d'un mouvement de surprise tel que son chapeau,
repoussé par le manteau dont il s'enveloppait plus soigneusement encore qu'auparavant, tomba. Il se baissa et le ramassa vivement. « Oh, mon Dieu !» dit Aramis, poussant Athos du coude. « Avez-vous vu ?»« Quoi ?» demanda Athos. « La figure du plus petit des 3 gentilshommes. »« Non. C'est qu'il m'a semblé, mais c'est chose impossible. » En ce moment, le sergent, qui était allé dans la chambre particulière prendre des ordres de l'officier du poste, sortit et, désignant les 3 gentilshommes auxquels il remit un papier, « Les passes sont en règle, dit-il. Laissez passer ces 3 messieurs. » Les 3 gentilshommes firent un signe de tête et s'empressèrent de profiter de la permission et du chemin qui, sur l'ordre du sergent, s'ouvrait devant eux. Aramis les suivit des yeux, et au moment où le plus petit passait devant lui, il serra vivement la main d'Athos. « Qu'avez-vous, mon cher ?» demanda celui-ci. « C'est une vision, sans doute. » Puis, s'adressant au sergent, « Dites-moi, monsieur, ajouta-t-il, connaissez-vous les 3 gentilshommes qui viennent de sortir d'ici ? » « Je les connais d'après leurs passes. Ce sont messieurs de Flamarens, de Châtillon et de Bruy, 3 gentilshommes frondeurs qui vont rejoindre monsieur le duc de Longueville. »« C'est étrange, » dit Aramis, répondant à sa propre pensée plutôt qu'au sergent. « J'avais cru reconnaître le Mazarin lui-même. » Le sergent éclata de rire. « Lui, dit-il, se hasarder ainsi chez nous, pour être pendu, pas si bête. »« Ah, murmura Aramis, je puis bien m'être trompé. Je n'ai pas l'œil infaillible de D'Artagnan. »« Qui parle ici de D'Artagnan ? » demanda l'officier, qui, en ce moment même, apparaissait sur le seuil de sa chambre. « Oh !» fit Grimaud en écarquillant les yeux. « Quoi ?» demandèrent à la fois Aramis et Athos. « Planchet !» reprit Grimaud. « Planchet avec le Hausse-Col. »« Messieurs de la Fère et d'Herblay !» s'écria l'officier. « De retour à Paris. Oh, quelle joie pour moi, messieurs, car sans doute vous venez vous joindre à messieurs les princes. »« Comme tu vois, mon cher Planchet, » dit Aramis, tandis qu'Athos souriait en voyant le grade important qu'occupait dans la milice bourgeoise l'ancien camarade de Mousqueton, de Bazin et de Grimaud. « Et monsieur d'Artagnan, dont vous parliez tout à l'heure, monsieur d'Herblay, oserais-je vous demander si vous avez de ses nouvelles ? » « Nous l'avons quitté il y a 4 jours, mon cher ami, et tout nous portait à croire qu'il nous avait précédés à Paris. »« Non, monsieur, j'ai la certitude qu'il n'est point rentré dans la capitale. Après cela, peut-être est-il resté à Saint-Germain. »« Je ne crois pas, nous avons rendez-vous à la Chevrette. »« J'y suis passé aujourd'hui même. »« Et la belle Madeleine n'avait pas de ses nouvelles ? » demanda Aramis en souriant. « Non, monsieur, je ne vous cacherai même point qu'elle paraissait fort inquiète. »« Au fait, dit Aramis, il n'y a point de temps de perdu, et nous avons fait grande diligence. Permettez donc, mon cher Athos, sans que je m'informe davantage de notre ami, que je fasse mes compliments à monsieur Planchet. »« Ah, monsieur le chevalier, dit Planchet en s'inclinant. »« Lieutenant, dit Aramis. »« Lieutenant, et promesse pour être capitaine. »« C'est fort beau, dit Aramis. Et comment tous ces honneurs sont-ils venus à vous ? D'abord, vous savez, messieurs, que c'est moi qui ai fait sauver monsieur de Rochefort. Oui, pardieu, il nous a conté cela. Et j'ai à cette occasion failli être pendu par le Mazarin, ce qui m'a rendu naturellement plus populaire encore que je n'étais. Et grâce à cette popularité... Non, grâce à quelque chose de mieux. Vous savez d'ailleurs, messieurs, que j'ai servi dans le régiment de Piémont, où j'avais l'honneur d'être sergent. Oui. Eh bien, un jour que personne ne pouvait mettre en rang une foule de bourgeois armés, qui partaient les uns du pied gauche et les autres du pied droit, je suis parvenu, moi, à les faire partir tous du même pied, et l'on m'a fait lieutenant sur le champ de manœuvre. Voilà l'explication, dit Aramis. De sorte, dit Athos, que vous avez une foule de noblesse avec vous. Certes, nous avons d'abord, comme vous le savez sans doute, monsieur le prince de Conti, monsieur le duc de Longueville,
monsieur le duc de Beaufort, monsieur le duc d'Elbeuf, le duc de Bouillon, le duc de Chevreuse, monsieur de Brissac, le maréchal de la Motte, monsieur de Luynes, le marquis de Vitry, le prince de Marsillac, le marquis de Noirmoutier, le comte de Fiesque, le marquis de Laigue, le comte de Monttrésor, le marquis de Sévigné, que sais-je encore, moi. Et monsieur Raoul de Bragelonne demanda Athos d'une voix émue. D'Artagnan m'a dit qu'il vous l'avait recommandé en partant, mon bon Planchet. Oui, monsieur le comte, comme si c'était son propre fils, et je dois dire que je ne l'ai pas perdu de vue un seul instant. Alors, reprit Athos d'une voix altérée par la joie, il se porte bien, aucun accident ne lui est arrivé. Aucun, monsieur. Et il demeure au Grand Charlemagne, toujours. Il passe ses journées tantôt chez la reine d'Angleterre, tantôt chez madame de Chevreuse. Lui et le comte de Guiche ne se quittent point. Merci, Planchet, merci, dit Athos en lui tendant la main. Oh, monsieur le comte, dit Planchet en touchant cette main du bout des doigts. Eh bien, que faites-vous donc, comte? Un ancien laquais, dit Aramis. Ami, dit Athos, il me donne des nouvelles de Raoul. Et maintenant, messieurs, demanda Planchet, qui n'avait point entendu l'observation, que comptez-vous faire? Rentrer dans Paris, si toutefois vous nous en donnez la permission, mon cher monsieur Planchet, dit Athos. Comment? Si je vous en donnerais la permission? Vous vous moquez de moi, monsieur le comte. Je ne suis pas autre chose que votre serviteur. Et il s'inclina. Puis, se retournant vers ses hommes, « Laissez passer ces messieurs, dit-il. Je les connais, ce sont des amis de monsieur de Beaufort. »« Vive monsieur de Beaufort !» cria tout le poste d'une seule voix en ouvrant un chemin à Athos et à Aramis. Le sergent seul s'approcha de Planchet. « Quoi? Sans passeport ?» murmura-t-il. « Sans passeport, » dit Planchet. « Faites attention, capitaine, » continua-t-il en donnant d'avance à Planchet le titre qui lui était promis. « Faites attention qu'un des 3 hommes qui sont sortis tout à l'heure m'a dit tout bas de me défier de ces messieurs. »« Et moi, » dit Planchet avec majesté, « je les connais, et j'en réponds. » Cela dit, il serra la main de Grimaud, qui parut fort honoré de cette distinction. « Au revoir donc, capitaine, » reprit Aramis de son ton goguenard. « S'il nous arrivait quelque chose, nous nous réclamerions de vous. »« Monsieur, » dit Planchet, « en cela comme en toute chose, je suis bien votre valet. »« Le drôle a de l'esprit, et beaucoup, » dit Aramis en montant à cheval. « Et comment n'en aurait-il pas, » dit Athos en se mettant en selle à son tour, après avoir si longtemps brossé les chapeaux de son maître. Chapitre 81. Les ambassadeurs. Les 2 amis se mirent aussitôt en route, descendant la pente rapide du faubourg. Mais arrivés au bas de cette pente, ils virent avec un grand étonnement que les rues de Paris étaient changées en rivières et les places en lacs. À la suite de grandes pluies qui avaient eu lieu pendant le mois de janvier, la Seine avait débordé et la rivière avait fini par envahir la moitié de la capitale. Athos et Aramis entrèrent bravement dans cette inondation avec leurs chevaux. Mais bientôt, les pauvres animaux en eurent jusqu'aux poitrails, et il fallut que les 2 gentilshommes se décidassent à les quitter et à prendre une barque, ce qu'ils firent après avoir recommandé aux laquais d'aller les attendre aux halles. Ce fut donc en bateau qu'ils abordèrent le Louvre. Il était nuit close, et Paris, vu ainsi à la lueur de quelques pâles falots tremblotants parmi tous ces étangs, avec ses barques chargées de patrouilles aux armes étincelantes, avec tous ces cris de veille échangés la nuit entre les postes, Paris présentait un aspect dont fut ébloui Aramis, l'homme le plus accessible aux sentiments belliqueux qu'il fut possible de rencontrer. On arriva chez la reine, mais force fut de faire antichambre, Sa Majesté donnant en ce moment même audience à des gentilshommes qui apportaient des nouvelles d'Angleterre. « Et nous aussi, » dit Athos au serviteur qui lui faisait cette réponse. « Nous aussi, non seulement nous apportons des nouvelles d'Angleterre, mais encore
Nous en arrivons. Comment donc vous nommez-vous, messieurs demanda le serviteur. Monsieur le comte de la Fère et monsieur le chevalier d'Herblay, dit Aramis. Ah, en ce cas, messieurs, dit le serviteur en entendant ces noms que tant de fois la reine avait prononcés dans son espoir, en ce cas, c'est autre chose, et je crois que sa majesté ne me pardonnerait pas de vous avoir fait attendre un seul instant. Suivez-moi, je vous prie. Et il marcha devant, suivi d'Athos et d'Aramis. Arrivé à la chambre où se tenait la reine, il leur fit signe d'attendre. Et ouvrant la porte, « Madame, dit-il, j'espère que votre majesté me pardonnera d'avoir désobéi à ses ordres quand elle saura que ceux que je viens lui annoncer sont messieurs le comte de la Fère et le chevalier d'Herblay. » À ces deux noms, la reine poussa un cri de joie que les deux gentilshommes entendirent de l'endroit où ils s'étaient arrêtés. « Pauvre reine !» murmura Athos. « Oh, qu'ils entrent, qu'ils entrent !» s'écria à son tour la jeune princesse en s'élançant vers la porte. La pauvre enfant ne quittait point sa mère et essayait de lui faire oublier, par ses soins filiaux, l'absence de ses deux frères et de sa sœur. « Entrez, entrez, messieurs, dit-elle en ouvrant elle-même la porte. Athos et Aramis se présentèrent. La reine était assise dans un fauteuil, et devant elle se tenaient debout deux des trois gentilshommes qu'ils avaient rencontrés dans le corps de garde. C'étaient messieurs de Flamarens et Gaspard de Coligny, duc de Châtillon, frère de celui qui avait été tué 7 ou 8 ans auparavant dans un duel sur la place royale, duel qui avait eu lieu à propos de madame de Longueville. À l'annonce des deux amis, ils reculèrent d'un pas et échangèrent avec inquiétude quelques paroles à voix basse. « Eh bien, messieurs !» s'écria la reine d'Angleterre en apercevant Athos et Aramis. « Vous voilà enfin, amis fidèles, mais les courriers d'État vont encore plus vite que vous. La cour a été instruite des affaires de Londres au moment où vous touchiez les portes de Paris. Et voilà messieurs de Flamarens et de Châtillon qui m'apportent de la part de Sa Majesté la reine Anne d'Autriche les plus récentes informations. » Aramis et Athos se regardèrent. Cette tranquillité, cette joie même, qui brillait dans les regards de la reine, les comblait de stupéfaction. « Veuillez continuer, » dit-elle en s'adressant à messieurs de Flamarens et de Châtillon. « Vous disiez donc que Sa Majesté Charles Ier, mon auguste maître, avait été condamné à mort malgré le vœu de la majorité des sujets anglais ? » « Oui, madame, » balbutia Châtillon. Athos et Aramis se regardaient de plus en plus étonnés. « Et que, conduit à l'échafaud, » continua la reine. « Ah, l'échafaud ! Oh, monseigneur ! Oh, mon roi ! Et que, conduit à l'échafaud, il avait été sauvé par le peuple indigné ?»« Oui, madame, » répondit Châtillon d'une voix si basse que ce fut à peine si les deux gentilshommes, cependant fort attentifs, purent entendre cette affirmation. La reine joignit les mains avec une généreuse reconnaissance, tandis que sa fille passait un bras autour du cou de sa mère et l'embrassait, les yeux baignés de larmes de joie. « Maintenant, il ne nous reste plus qu'à présenter à votre majesté nos humbles respects, » dit Châtillon, à qui ce rôle semblait peser et qui rougissait à vue d'œil sous le regard fixe et perçant d'Athos. « Un moment encore, messieurs, » dit la reine en les retenant d'un signe. « Un moment, de grâce, car voici messieurs de la Fère et d'Herblay, qui, ainsi que vous avez pu l'entendre, arrivent de Londres et qui vous donneront peut-être, comme témoins oculaires, des détails que vous ne connaissez pas. Vous porterez ces détails à la reine, ma bonne sœur. Parlez, messieurs, parlez, je vous écoute. Ne me cachez rien, ne ménagez rien. Dès que Sa Majesté vit encore et que l'honneur royal est sauf, tout le reste m'est indifférent. » Athos pâlit et porta la main sur son cœur. « Eh bien, » dit la reine, qui vit ce mouvement et cette pâleur. « Parlez donc, monsieur, je vous en prie. »« Pardon, madame, » dit Athos, « mais je ne veux rien ajouter au récit de ces messieurs avant qu'ils aient reconnu que, peut-être, ils se sont trompés. »« Trompés ?» s'écria la reine, presque suffoquée. « Trompés ? Qu'y a-t-il donc ? Oh, mon Dieu !»« Monsieur, » dit monsieur de Flamarens à Athos,
Si nous nous sommes trompés, c'est de la part de la reine que vient l'erreur, et vous n'avez pas, je suppose, la prétention de la rectifier, car ce serait donner un démenti à sa majesté. « De la reine, monsieur ?» reprit Athos de sa voix calme et vibrante. « Oui, » murmura Flamarens en baissant les yeux. Athos soupira tristement. « Ne serait-ce pas plutôt de la part de celui qui vous accompagnait, et que nous avons vu avec vous au corps de garde de la barrière du Roule? Que viendrait cette erreur ?» dit Aramis avec sa politesse insultante. « Car, si nous ne nous sommes trompés, le comte de la Fère et moi, vous étiez trois en entrant dans Paris. » Chatillon et Flamarens tressaillirent. « Mais expliquez-vous, comte » s'écria la reine, dont l'angoisse croissait de moment en moment. « Sur votre front, je lis le désespoir. Votre bouche hésite à m'annoncer quelque nouvelle terrible. Vos mains tremblent. Oh mon Dieu, qu'est-il donc arrivé ?»« Seigneur, » dit la jeune princesse en tombant à genoux près de sa mère, « ayez pitié de nous. »« Monsieur, » dit Chatillon, « si vous portez une nouvelle funeste, vous agissez en homme cruel lorsque vous annoncez cette nouvelle à la reine. » Aramis s'approcha de Chatillon, presque à le toucher. « Monsieur, » lui dit-il, les lèvres pincées et le regard étincelant, « vous n'avez pas, je le suppose, la prétention d'apprendre à monsieur le comte de la Fère et à moi ce que nous avons à dire ici. » Pendant cette courte altercation, Athos, toujours la main sur son cœur et la tête inclinée, s'était approché de la reine, et d'une voix émue, « Madame, lui dit-il, les princes, qui par leur nature sont au-dessus des autres hommes, ont reçu du ciel un cœur fait pour supporter de plus grandes infortunes que celles du vulgaire, car leur cœur participe de leur supériorité. On ne doit donc pas, ce me semble, en agir avec une grande reine comme votre majesté, de la même façon qu'avec une femme de notre état. Reine, destinée à tous les martyrs sur cette terre, voici le résultat de la mission dont vous nous avez honorés. » Et Athos, s'agenouillant devant la reine palpitante et glacée, tira de son sein, enfermé dans la même boîte, l'ordre en diamant qu'avant son départ, la reine avait remis à lord de Winter, et l'anneau nuptial qu'avant sa mort, Charles avait remis à Aramis. Depuis qu'il les avait reçus, ces deux objets n'avaient point quitté Athos. Il ouvrit la boîte et l'étendit à la reine avec une muette et profonde douleur. La reine avança la main, saisit l'anneau, le porta convulsivement à ses lèvres, et sans pouvoir pousser un soupir, sans pouvoir articuler un sanglot, elle étendit les bras, pâlit, et tomba sans connaissance dans ceux de ses femmes et de sa fille. Athos baisa le bas de la robe de la malheureuse veuve, et se relevant avec une majesté qui fit sur les assistants une impression profonde, « Moi, comte de la Fère, dit-il, gentilhomme qui n'a jamais menti, je jure devant Dieu d'abord, et ensuite devant cette pauvre reine, que tout ce qu'il était possible de faire pour sauver le roi, nous l'avons fait sur le sol d'Angleterre. Maintenant, chevalier, ajouta-t-il en se tournant vers D'Herblay, partons, à ces messieurs. » Et se retournant vers Chatillon, « Monsieur, lui dit-il, ne vous plairait-il pas de sortir, ne fût-ce qu'un instant, pour entendre ce mot que je ne puis dire devant la reine ?» Chatillon s'inclina sans répondre en signe d'assentiment. Athos et Aramis passèrent les premiers, Chatillon et Flamarens les suivirent. Ils traversèrent sans mot dire le vestibule, mais arrivés à une terrasse de plain-pied avec une fenêtre, Aramis prit le chemin de cette terrasse, tout à fait solitaire. À la fenêtre, il s'arrêta, et se retournant vers le duc de Châtillon, « Monsieur, lui dit-il, vous vous êtes permis tout à l'heure, ce me semble, de nous traiter bien cavalièrement. Cela n'était point convenable en aucun cas, moins encore de la part de gens qui venaient apporter à la reine le message d'un menteur. »« Monsieur » s'écria Châtillon. « Qu'avez-vous donc fait de monsieur de Bruys ?» demanda ironiquement Aramis. « Ne serait-il point par hasard allé changer sa figure qui ressemble trop à celle de monsieur Mazarin ? On sait qu'il y a au Palais-Royal bon nombre de masques italiens de rechange, depuis celui d'Arlequin jusqu'à celui de Pantalone. »« Mais
Vous nous provoquez, je crois, dit Flamarens. Ah, vous ne faites que le croire, messieurs? Chevalier, chevalier, dit Athos. Eh, laissez-moi donc faire, dit Aramis avec humeur. Vous savez bien que je n'aime pas les choses qui restent en chemin. Achevez donc, monsieur, dit Chatillon avec une hauteur qui ne le cédait en rien à celle d'Aramis. Aramis s'inclina. Messieurs, dit-il, un autre que moi ou monsieur le comte de la Fère vous ferait arrêter, car nous avons quelques amis à Paris. Mais nous vous offrons un moyen de partir sans être inquiétés. Venez causer 5 minutes l'épée à la main avec nous sur cette terrasse abandonnée. Volontiers, dit Chatillon. Un moment, messieurs, s'écria Flamarens. Je sais bien que la proposition est tentante, mais à cette heure il est impossible de l'accepter. Et pourquoi cela? Dit Aramis de son ton goguenard. Est-ce donc le voisinage de Mazarin qui vous rend si prudent? Oh, vous entendez, Flamarens, dit Chatillon. Ne pas répondre serait une tache à mon nom et à mon honneur. C'est mon avis, dit Aramis. Vous ne répondrez pas, cependant, et ces messieurs tout à l'heure seront, j'en suis sûr, de mon avis. Aramis secoua la tête avec un geste d'incroyable insolence. Chatillon vit ce geste et porta la main à son épée. Duc, dit Flamarens, vous oubliez que demain vous commandez une expédition de la plus haute importance et que, désigné par monsieur le prince, agréé par la reine, jusqu'à demain soir, vous ne vous appartenez pas. Soit, à après-demain matin, donc, dit Aramis. À après-demain matin, dit Chatillon. C'est bien long, messieurs. Ce n'est pas moi, dit Aramis, qui fixe ce terme, et qui demande ce délai. D'autant plus, ce me semble, ajouta-t-il, qu'on pourrait se retrouver à cette expédition. Oui, monsieur, vous avez raison, s'écria Chatillon, et avec grand plaisir, si vous voulez prendre la peine de venir jusqu'aux portes de Charenton. Comment donc, monsieur? Pour avoir l'honneur de vous rencontrer, j'irai au bout du monde. À plus forte raison, ferai-je dans ce but 1 ou 2 lieues. Eh bien, à demain, monsieur. J'y compte. Allez-vous-en donc rejoindre votre cardinal. Mais auparavant, jurez sur l'honneur que vous ne le préviendrez pas de notre retour. Des conditions. Pourquoi pas? Parce que c'est au vainqueur à en faire et que vous ne l'êtes pas, messieurs. Alors, dégainons sur le champ. Cela nous est égal, à nous qui ne commandons pas l'expédition de demain. Chatillon et Flamarens se regardèrent. Il y avait tant d'ironie dans la parole et dans le geste d'Aramis que Chatillon surtout avait grand-peine de tenir en bride sa colère. Mais sur un mot de Flamarens, il se contint. « Eh bien, soit, dit-il, notre compagnon, quel qu'il soit, ne saura rien de ce qui s'est passé. Mais vous me promettez bien, monsieur, de vous trouver demain à Charenton, n'est-ce pas? » Ah, dit Aramis, soyez tranquilles, messieurs. Les 4 gentilshommes se saluèrent, mais cette fois ce fut Chatillon et Flamarens qui sortirent du Louvre les premiers, et Athos et Aramis qui les suivirent. « À qui donc en avez-vous, avec toute cette fureur, Aramis ?» demanda Athos. « Eh, pardieu, j'en ai à ceux à qui je m'en suis pris. »« Que vous ont-ils fait ?»« Ils m'ont fait. »« Vous n'avez donc pas vu ?»« Non. » « Ils ont ricané quand nous avons juré que nous avions fait notre devoir en Angleterre. Or, ils l'ont cru ou ne l'ont pas cru. S'ils l'ont cru, c'était pour nous insulter qu'ils ricanaient. S'ils ne l'ont pas cru, ils nous insultaient encore, et il est urgent de leur prouver que nous sommes bons à quelque chose. Au reste, je ne suis pas fâché qu'ils aient remis la chose à demain. Je crois que nous avons ce soir quelque chose de mieux à faire que de tirer l'épée. Qu'avons-nous à faire ? Eh, pardieu, nous avons à faire prendre le Mazarin. Athos allongea dédaigneusement les lèvres. Ces expéditions ne me vont pas, vous le savez, Aramis. Pourquoi cela? Parce qu'elles ressemblent à des surprises. En vérité, Athos, vous seriez un singulier général d'armée. Vous ne vous battriez qu'au grand jour. Vous feriez prévenir votre adversaire de l'heure à laquelle vous l'attaqueriez, et vous vous garderiez bien de rien tenter la nuit contre lui, de peur qu'il ne vous accusât d'avoir profité de l'obscurité. Athos sourit.
Vous savez qu'on ne peut pas changer sa nature, dit-il. D'ailleurs, savez-vous où nous en sommes, et si l'arrestation du Mazarin ne serait pas plutôt un mal qu'un bien, un embarras qu'un triomphe? Dites, Athos, que vous désapprouvez ma proposition. Non pas, je crois au contraire qu'elle est de bonne guerre. Cependant quoi? Je crois que vous n'auriez pas dû faire jurer à ces messieurs de ne rien dire aux Mazarins, car en leur faisant jurer cela, vous avez presque pris l'engagement de ne rien faire. Je n'ai pris aucun engagement, je vous jure. Je me regarde comme parfaitement libre. Allons, allons, Athos, allons. Où? Chez monsieur de Beaufort ou chez monsieur de Bouillon. Nous leur dirons ce qu'il en est. Oui, mais à une condition. C'est que nous commencerons par le coadjuteur. C'est un prêtre. Il est savant sur les cas de conscience, et nous lui conterons le nôtre. Ah, fit Aramis, il va tout gâter, tout s'approprier. Finissons par lui au lieu de commencer. Athos sourit. On voyait qu'il avait au fond du cœur une pensée qu'il ne disait pas. Eh bien, soit, dit-il. Par lequel commençons-nous? Par monsieur de Bouillon, si vous voulez bien. C'est celui qui se présente le premier sur notre chemin. Maintenant, vous me permettez une chose, n'est-ce pas? Laquelle? C'est que je passe à l'hôtel du grand roi Charlemagne pour embrasser Raoul. Comment donc? J'y vais avec vous, nous l'embrasserons ensemble. Tous deux avaient repris le bateau qui les avait amenés et s'étaient fait conduire aux halles. Ils y trouvèrent Grimaud et Blaisois, qui leur tenaient leurs chevaux, et tous quatre s'acheminèrent vers la rue Guénégaud. Mais Raoul n'était point à l'hôtel du grand roi. Il avait reçu dans la journée un message de monsieur le prince et était parti avec Olivin aussitôt après l'avoir reçu. Chapitre 82. Les trois lieutenants du généralissime. Selon qu'il avait été convenu et dans l'ordre arrêté entre eux, Athos et Aramis, en sortant de l'auberge du grand roi Charlemagne, s'acheminèrent vers l'hôtel de monsieur le duc de Bouillon. La nuit était noire et, quoique s'avançant vers les heures silencieuses et solitaires, elle continuait de retentir de ces 1000 bruits qui réveillent en sursaut une ville assiégée. À chaque pas, on rencontrait des barricades. À chaque détour des rues, des chaînes tendues. À chaque carrefour, des bivouacs. Les patrouilles se croisaient, échangeant les mots d'ordre. Les messagers expédiés par les différents chefs sillonnaient les places. Enfin, des dialogues animés et qui indiquaient l'agitation des esprits s'établissaient entre les habitants pacifiques qui se tenaient aux fenêtres et leurs concitoyens plus belliqueux qui couraient les rues, la pertuisane sur l'épaule ou l'arquebuse au bras. Athos et Aramis n'avaient pas fait 100 pas sans être arrêtés par les sentinelles placées aux barricades, qui leur avaient demandé le mot d'ordre. Mais ils avaient répondu qu'ils allaient chez monsieur de Bouillon pour lui annoncer une nouvelle d'importance, et l'on s'était contenté de leur donner un guide qui, sous prétexte de les accompagner et de leur faciliter les passages, était chargé de veiller sur eux. Celui-ci était parti les précédant et chantant « Ce brave monsieur de Bouillon est incommodé de la goutte ». C'était un triolet des plus nouveaux et qui se composait de je ne sais combien de couplets où chacun avait sa part. En arrivant aux environs de l'hôtel de Bouillon, on croisa une petite troupe de 3 cavaliers qui avaient tous les maux du monde, car ils marchaient sans guide et sans escorte, et en arrivant aux barricades n'avaient qu'à échanger avec ceux qui les gardaient quelques paroles pour qu'on les laissât passer avec toutes les déférences qui, sans doute, étaient dues à leur rang. À leur aspect, Athos et Aramis s'arrêtèrent. « Oh, oh » dit Aramis, « voyez-vous, comte ?» ?»« Oui, » dit Athos. « Que vous semble de ces 3 cavaliers ?»« Et à vous, Aramis ? Mais que ce sont nos hommes ?» ?»« Vous ne vous êtes pas trompé. J'ai parfaitement reconnu monsieur de Flamarens. Et moi, monsieur de Châtillon. Quant au cavalier au manteau brun, c'est le cardinal. En personne. Comment diable se hasarde-t-il ainsi dans le voisinage de l'hôtel de Bouillon ? Demanda Aramis. Athos sourit, mais il ne répondit point. 5 minutes après, il frappait à la porte du prince.
La porte était gardée par une sentinelle, comme c'est l'habitude pour les gens revêtus de grades supérieurs. Un petit poste se tenait même dans la cour, prêt à obéir aux ordres du lieutenant de monsieur le prince de Conti. Comme le disait la chanson, monsieur le duc de Bouillon avait la goutte et se tenait au lit. Mais malgré cette grave indisposition, qui l'empêchait de monter à cheval depuis un mois, c'est-à-dire depuis que Paris était assiégé, il n'en fit pas moins dire qu'il était prêt à recevoir messieurs le comte de la Fère et le chevalier d'Herblay. Les deux amis furent introduits près de monsieur le duc de Bouillon. Le malade était dans sa chambre, couché, mais entouré de l'appareil le plus militaire qui se pût voir. Ce n'était partout, pendu aux murailles, qu'épées, pistolets, cuirasses et arquebuses, et il était facile de voir que, dès qu'il n'aurait plus la goutte, monsieur de Bouillon donnerait un joli peloton de fil à retordre aux ennemis du Parlement. En attendant, à son grand regret, disait-il, il était forcé de se tenir au lit. « Ah, messieurs !» s'écria-t-il en apercevant les deux visiteurs et en faisant, pour se soulever sur son lit, un effort qui lui arracha une grimace de douleur. « Vous êtes bien heureux, vous. Vous pouvez monter à cheval, aller, venir, combattre pour la cause du peuple. Mais moi, vous le voyez, je suis cloué sur mon lit. Ah, diable de goutte !» fit-il en grimaçant de nouveau. « Diable de goutte !»« Monseigneur, dit Athos, nous arrivons d'Angleterre, et notre premier soin en touchant à Paris a été de venir prendre des nouvelles de votre santé. »« Grand merci, messieurs, grand merci, » reprit le duc. « Mauvaise, comme vous le voyez, ma santé. Diable de goutte ! Ah, vous arrivez d'Angleterre, et le roi Charles se porte bien, à ce que je viens d'apprendre. »« Il est mort, monseigneur, » dit Aramis. « Bah !» fit le duc étonné. « Mort sur un échafaud, condamné par le Parlement. »« Impossible ! Et exécuté en notre présence. »« Que me disait donc monsieur de Flamarens ?»« Monsieur de Flamarens ?» fit Aramis. « Oui, il sort d'ici. » Athos sourit. « Avec 2 compagnons, dit-il. « Avec 2 compagnons, oui, reprit le duc. Puis il ajouta avec quelque inquiétude. « Les auriez-vous rencontrés ?»« Mais oui, dans la rue, ce me semble, dit Athos. » Et il regarda en souriant Aramis, qui, de son côté, le regarda d'un air quelque peu étonné. « Diable de goutte !» s'écria monsieur de Bouillon, évidemment mal à l'aise. « Monseigneur, dit Athos, en vérité, il faut tout votre dévouement à la cause parisienne pour rester, souffrant comme vous l'êtes, à la tête des armées, et cette persévérance cause en vérité notre admiration à monsieur d'Herblay et à moi. Que voulez-vous, messieurs? Il faut bien, et vous en êtes un exemple, vous si brave et si dévoué, vous à qui mon cher collègue le duc de Beaufort doit la liberté et peut-être la vie, il faut bien se sacrifier à la chose publique. Aussi, vous le voyez, je me sacrifie. Mais, je l'avoue, je suis au bout de ma force. Le cœur est bon, la tête est bonne, mais cette diable de goutte me tue, et j'avoue que si la cour faisait droit à mes demandes bien justes, puisque je ne fais que demander une indemnité promise par l'ancien cardinal lui-même, lorsqu'on m'a enlevé ma principauté de Sedan, oui, je l'avoue, si l'on me donnait des domaines de la même valeur, si l'on m'indemnisait de la non-jouissance de cette propriété depuis qu'elle m'a été enlevée, c'est-à-dire depuis 8 ans, si le titre de prince était accordé à ceux de ma maison, et si mon frère de Turenne était réintégré dans son commandement, je me retirerais immédiatement dans mes terres, et laisserais la cour et le parlement s'arranger entre eux, comme ils l'entendraient. Et vous auriez bien raison, monseigneur, dit Athos. C'est votre avis, n'est-ce pas, monsieur le comte de la Fère? Tout à fait. Et à vous aussi, monsieur le chevalier d'Herblay? Parfaitement. Eh bien, je vous assure, messieurs, reprit le duc, que selon toute probabilité, c'est celui que j'adopterai. La cour me fait des ouvertures en ce moment. Il ne tient qu'à moi de les accepter. Je les avais repoussées jusqu'à cette heure, mais puisque des hommes comme vous me disent que j'ai tort, mais puisque surtout cette diable de goutte me met dans l'impossibilité de rendre aucun service à la cause parisienne, ma foi,
j'ai bien envie de suivre votre conseil et d'accepter la proposition que vient de me faire monsieur de Châtillon. Acceptez, prince, dit Aramis, acceptez. Ma foi, oui, je suis même fâché, ce soir, de l'avoir presque repoussé. Mais il y a conférence demain, et nous verrons. Et les deux amis saluèrent le duc. Allez, messieurs, leur dit celui-ci, allez, vous devez être bien fatigués du voyage. Pauvre roi Charles, mais enfin, il y a bien un peu de sa faute dans tout cela, et ce qui doit nous consoler, c'est que la France n'a rien à se reprocher dans cette occasion, et qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour le sauver. Oh, quant à cela, dit Aramis, nous en sommes témoins, monsieur de Mazarin surtout. Eh bien, voyez-vous, je suis bien aise que vous lui rendiez ce témoignage. Il a du bon, au fond, le cardinal, et s'il n'était pas étranger, eh bien, on lui rendrait justice. Aïe, diable de goutte! Athos et Aramis sortirent, mais jusque dans l'antichambre, les cris de monsieur de Bouillon les accompagnèrent. Il était évident que le pauvre prince souffrait comme un damné. Arrivé à la porte de la rue. « Eh bien, demanda Aramis à Athos, que pensez-vous ?»« De qui ? De monsieur de Bouillon, pardieu. »« Mon ami, j'en pense ce qu'en pense le triolet de notre guide, » reprit Athos. « Ce pauvre monsieur de Bouillon est incommodé de la goutte. »« Aussi, dit Aramis, vous voyez que je ne lui ai pas soufflé mot de l'objet qui nous amenait. »« Et vous avez agi prudemment, vous lui eussiez redonné un accès. Allons chez monsieur de Beaufort. » Et les deux amis s'acheminèrent vers l'hôtel de Vendôme. 10 heures sonnaient comme ils arrivaient. L'hôtel de Vendôme était non moins bien gardé et présentait un aspect non moins belliqueux que celui de Bouillon. Il y avait sentinelles, postes dans la cour, armes aux faisceaux, chevaux tout scellés aux anneaux. 2 cavaliers, sortant comme Athos et Aramis, entraient, furent obligés de faire un pas en arrière à leur monture pour laisser passer ceux-ci. « Ah ah, messieurs, dit Aramis, c'est décidément la nuit aux rencontres. J'avoue que nous serions bien malheureux, après nous être si souvent rencontrés ce soir, si nous allions ne point parvenir à nous rencontrer demain. »« Oh, quant à cela, monsieur, repartit Châtillon, car c'était lui-même qui sortait avec Flamarens de chez le duc de Beaufort. Vous pouvez être tranquille. Si nous nous rencontrons la nuit sans nous chercher, à plus forte raison, nous rencontrerons-nous le jour en nous cherchant. »« Je l'espère, monsieur, dit Aramis. »« Et moi, j'en suis sûr, dit le duc. » Messieurs de Flamarens et de Châtillon continuèrent leur chemin, et Athos et Aramis mirent pied à terre. À peine avaient-ils passé la bride de leurs chevaux au bras de leurs laquais, et s'étaient-ils débarrassés de leurs manteaux, qu'un homme s'approcha d'eux, et après les avoir regardés un instant à la douteuse clarté d'une lanterne suspendue au milieu de la cour, poussa un cri de surprise et vint se jeter dans leurs bras. « Comte de la Fère !» s'écria cet homme. « Chevalier d'Herblay ! Comment êtes-vous ici, à Paris ?»« Rochefort !» dirent ensemble les deux amis. « Oui, sans doute. Nous sommes arrivés, comme vous l'avez su, du Vendômois, il y a 4 ou 5 jours, et nous nous apprêtons à donner de la besogne aux Mazarins. Vous êtes toujours des nôtres, je présume. »« Plus que jamais. Et le duc ? » ?»« Il est enragé contre le cardinal. Vous savez, ses succès, à notre cher duc. C'est le véritable roi de Paris. Il ne peut pas sortir sans risquer qu'on l'étouffe. »« Ah, tant mieux, dit Aramis. Mais dites-moi, n'est-ce pas messieurs de Flamarens et de Châtillon qui sortent d'ici ? » ?»« Oui, ils viennent d'avoir audience du duc. Ils venaient de la part du Mazarin sans doute, mais ils auront trouvé à qui parler, je vous en réponds. »« À la bonne heure, dit Athos. Et ne pourrait-on avoir l'honneur de voir son Altesse ? » ?»« Comment donc ? À l'instant même. Vous savez que pour vous, elle est toujours visible. Suivez-moi, je réclame l'honneur de vous présenter. » Rochefort marcha devant. Toutes les portes s'ouvrirent devant lui et devant les deux amis. Ils trouvèrent monsieur de Beaufort près de se mettre à table. Les 1000 occupations de la soirée avaient retardé son souper jusqu'à ce moment-là. Mais, malgré la gravité de la circonstance,
le prince n'eut pas plutôt entendu les deux noms que lui annonçait Rochefort qu'il se leva de la chaise qu'il était en train d'approcher de la table et que, s'avançant vivement au-devant des deux amis, « Ah, pardieu, dit-il, soyez les bienvenus, messieurs. Vous venez prendre votre part de mon souper, n'est-ce pas? Boisjoli, préviens Noirmont que j'ai 2 convives. Vous connaissez Noirmont, n'est-ce pas, messieurs? C'est mon maître d'hôtel, le successeur du père Marteau, qui confectionne les excellents pâtés que vous savez. Boisjoli, qu'il envoie un de sa façon, mais pas dans le genre de celui qu'il avait fait pour la ramer. Dieu merci, nous n'avons plus besoin d'échelles de corde, de poignards, ni de poires d'angoisse. Monseigneur, dit Athos, ne dérangez pas pour nous votre illustre maître d'hôtel, dont nous connaissons les talents nombreux et variés. Ce soir, avec la permission de votre Altesse, nous aurons seulement l'honneur de lui demander des nouvelles de sa santé et de prendre ses ordres. Oh, quant à ma santé, vous voyez, messieurs, excellente, une santé qui a résisté à 5 ans de Vincennes, accompagnée de monsieur de Chavigny, est capable de tout. Quant à mes ordres, ma foi, j'avoue que je serais fort embarrassé de vous en donner, attendu que chacun donne les siens de son côté, et que je finirais, si cela continue, par n'en pas donner du tout. Vraiment, dit Athos, je croyais cependant que c'était sur votre union que le Parlement comptait. Ah oui, notre union, elle est belle. Avec le duc de Bouillon, ça va encore. Il a la goutte et ne quitte pas son lit. Il y a moyen de s'entendre. Mais avec monsieur d'Elbeuf et ses éléphants de fils, vous connaissez le triolet sur le duc d'Elbeuf, messieurs? Non, monseigneur. Vraiment? Le duc se mit à chanter. Monsieur d'Elbeuf et ses enfants font rage à la place royale. Ils font tous 4 piaffant. Monsieur d'Elbeuf et ses enfants, mais sitôt qu'il faut battre au champ, adieu leur humeur martiale, monsieur d'Elbeuf et ses enfants font rage à la place royale. Mais, reprit Athos, il n'en est pas ainsi avec le coadjuteur, j'espère. Ah bien oui, avec le coadjuteur, c'est pis encore. Dieu vous garde des prélats brouillons, surtout quand ils portent une cuirasse sous leur simarre. Au lieu de se tenir tranquille dans son évêché à chanter des Te Deum, pour les victoires que nous ne remportons pas, ou pour les victoires où nous sommes battus, savez-vous ce qu'il fait? Non, il lève un régiment auquel il donne son nom, le régiment de Corinthe. Il fait des lieutenants et des capitaines, ni plus ni moins qu'un maréchal de France, et des colonels comme le roi. Oui, dit Aramis, mais lorsqu'il faut se battre, j'espère qu'il se tient à son archevêché. Eh bien, pas du tout. Voilà ce qui vous trompe, mon cher d'Herblay. Lorsqu'il faut se battre, il se bat, de sorte que comme la mort de son oncle lui a donné siège au Parlement, maintenant on l'a sans cesse dans les jambes. Au Parlement, au Conseil, au combat. Le prince de Conti est général en peinture, et quelle peinture! Un prince bossu. Ah, tout cela va bien mal, messieurs, tout cela va bien mal. De sorte, monseigneur, que votre Altesse est mécontente, dit Athos en échangeant un regard avec Aramis. Mécontente, comte? Dites que mon Altesse est furieuse. C'est au point, tenez, je le dis à vous, je ne le dirai point à d'autres. C'est au point que si la reine, reconnaissant ses torts envers moi, rappelait ma mère exilée et me donnait la survivance de l'amirauté, qui est à monsieur mon père et qui m'a été promise à sa mort, eh bien, je ne serais pas bien éloigné de dresser des chiens à qui j'apprendrais à dire qu'il y a encore en France de plus grands voleurs que monsieur de Mazarin. Ce ne fut plus un regard seulement, ce furent un regard et un sourire qu'échangèrent Athos et Aramis. Et ne les eussent-ils pas rencontrés, ils eussent deviné que messieurs de Châtillon et de Flamarens avaient passé par là. Aussi ne soufflèrent-ils pas mot de la présence à Paris de monsieur de Mazarin. Monseigneur, dit Athos, nous voilà satisfaits. Nous n'avions, en venant à cette heure chez votre Altesse, d'autre but que de faire preuve de notre dévouement et de lui dire que nous nous tenions à sa disposition comme ses plus fidèles serviteurs. Comme mes plus fidèles amis, messieurs, comme mes plus fidèles amis. Vous l'avez prouvé, et si jamais je me raccommode avec la cour, je vous prouverai, je l'espère, que moi aussi je suis resté votre ami ainsi que celui de ces messieurs. Comment diable les appelez-vous? D'Artagnan et Porthos?
D'Artagnan et Porthos. Ah oui, c'est cela. Ainsi donc, vous comprenez, comte de la Fère, vous comprenez, chevalier d'Herblay. Tout est toujours à vous. Athos et Aramis s'inclinèrent et sortirent. Mon cher Athos, dit Aramis, je crois que vous n'avez consenti à m'accompagner, Dieu me pardonne, que pour me donner une leçon. Attendez donc, mon cher, dit Athos, il sera temps de vous en apercevoir quand nous sortirons de chez le coadjuteur. Allons donc à l'archevêché, dit Aramis. Et tous deux s'acheminèrent vers la cité. En se rapprochant du berceau de Paris, Athos et Aramis trouvèrent les rues inondées, et il fallut reprendre une barque. Il était 11 heures passées, mais on savait qu'il n'y avait pas d'heure pour se présenter chez le coadjuteur. Son incroyable activité faisait, selon les besoins, de la nuit le jour et du jour la nuit. Le palais archiépiscopal sortait du sein de l'eau, et on eût dit, au nombre des barques amarrées de tous côtés autour de ce palais, qu'on était, non à Paris, mais à Venise. Ces barques allaient, venaient, se croisaient en tous sens, s'enfonçant dans le dédale des rues de la cité, ou s'éloignant dans la direction de l'Arsenal ou du quai Saint-Victor, et alors nageaient comme sur un lac. De ces barques, les unes étaient muettes et mystérieuses, les autres étaient bruyantes et éclairées. Les deux amis glissèrent au milieu de ce monde d'embarcations et abordèrent à leur tour. Tout le rez-de-chaussée de l'archevêché était inondé, mais des espèces d'escaliers avaient été adaptés aux murailles, et tout le changement qui était résulté de l'inondation, c'est qu'au lieu d'entrer par les portes, on entrait par les fenêtres. Ce fut ainsi qu'Athos et Aramis abordèrent dans l'antichambre du prélat. Cette antichambre était encombrée de laquais, car une douzaine de seigneurs étaient entassés dans le salon d'attente. « Mon Dieu, dit Aramis, regardez donc Athos. Est-ce que ce fat de coadjuteur va se donner le plaisir de nous faire antichambre ?» Athos sourit. « Mon cher ami, lui dit-il, il faut prendre les gens avec tous les inconvénients de leur position. Le coadjuteur est en ce moment un des 7 ou 8 rois qui règnent à Paris. Il a une cour. »« Oui, dit Aramis, mais nous ne sommes pas des courtisans, nous. Aussi, allons-nous lui faire passer nos noms, et s'il ne fait pas en les voyant une réponse convenable, eh bien, nous le laisserons aux affaires de la France et aux siennes. Il ne s'agit que d'appeler un laquais et de lui mettre une demi-pistole dans la main. »« Eh, justement, s'écria Aramis, je ne me trompe pas. Oui, non, si fait, Bazin, venez ici, drôle. » Bazin, qui dans ce moment traversait l'antichambre, majestueusement revêtu de ses habits d'église, se retourna, le sourcil froncé, pour voir quel était l'impertinent qui l'apostrophait de cette manière. Mais à peine eut-il reconnu Aramis que le tigre se fit agneau et que, s'approchant des deux gentilshommes, « Comment, dit-il, c'est vous, monsieur le chevalier? C'est vous, monsieur le comte? Vous voilà tous deux au moment où nous étions si inquiets de vous. Oh, que je suis heureux de vous revoir. »« C'est bien, c'est bien. »« Maître Bazin, dit Aramis, trêve de compliments. Nous venons pour voir monsieur le coadjuteur, mais nous sommes pressés, et il faut que nous le voyions à l'instant même. »« Comment donc, dit Bazin, à l'instant même, sans doute. Ce n'est point à des seigneurs de votre sorte qu'on fait faire antichambre. Seulement, en ce moment, il est en conférence secrète avec un monsieur de Bruy. »« De Bruy » s'écrièrent ensemble Athos et Aramis. « Oui, c'est moi qui l'ai annoncé, et je me rappelle parfaitement son nom. Le connaissez-vous, monsieur ?» ajouta Bazin en se retournant vers Aramis. « Je crois le connaître. »« Je n'en dirai pas autant, moi, » reprit Bazin, car il était si bien enveloppé dans son manteau que, quelque persistance que j'y ai mise, je n'ai pas pu voir le plus petit coin de son visage. Mais je vais entrer pour annoncer, et cette fois, peut-être, serai-je plus heureux. »« Inutile, dit Aramis, nous renonçons à voir monsieur le coadjuteur pour ce soir. N'est-ce pas, Athos ? » ?»« Comme vous voudrez, dit le comte. »« Oui, il a de trop grandes affaires à traiter avec ce monsieur de Bruy. »« Et lui annoncerai-je que ces messieurs étaient venus à l'archevêché ? » ?»« Non, ce n'est pas la peine, dit Aramis.
Venez, Athos. Et les deux amis, fendant la foule des laquais, sortirent de l'archevêché, suivis de Bazin, qui témoignait de leur importance en leur prodiguant les salutations. « Eh bien ?» demanda Athos, lorsqu'Aramis et lui furent dans la barque. « Commencez-vous à croire, mon ami, que nous aurions joué un bien mauvais tour à tous ces gens-là en arrêtant monsieur de Mazarin ?»« Vous êtes la sagesse incarnée, Athos, » répondit Aramis. Ce qui avait surtout frappé les deux amis, c'était le peu d'importance qu'avaient pris à la cour de France les événements terribles qui s'étaient passés en Angleterre et qui leur semblaient, à eux, devoir occuper l'attention de toute l'Europe. En effet, à part une pauvre veuve et une orpheline royale qui pleuraient dans un coin du Louvre, personne ne paraissait savoir qu'il eût existé un roi Charles Ier, et que ce roi venait de mourir sur un échafaud. Les deux amis s'étaient donné rendez-vous pour le lendemain matin à 10 heures, car, quoique la nuit fût fort avancée, lorsqu'ils étaient arrivés à la porte de l'hôtel, Aramis avait prétendu qu'il avait encore quelques visites d'importance à faire et avait laissé Athos entrer seul. Le lendemain, à 10 heures sonnantes, ils étaient réunis. Depuis 6 heures du matin, Athos était sorti de son côté. « Eh bien, avez-vous eu quelques nouvelles ?» demanda Athos. « Aucune. On n'a vu d'Artagnan nulle part, et Porthos n'a pas encore paru. Et chez vous ? Rien. »« Diable !» fit Aramis. « En effet, dit Athos, ce retard n'est point naturel. Ils ont pris la route la plus directe, et par conséquent, ils auraient dû arriver avant nous. » Ajoutez à cela, dit Aramis, que nous connaissons d'Artagnan pour la rapidité de ses manœuvres, et qu'il n'est pas homme à avoir perdu 1 heure, sachant que nous l'attendons. Il comptait, si vous vous rappelez, être ici le 5. Et nous voilà au 9. C'est ce soir qu'expire le délai. « Que comptez-vous faire ?» demanda Athos, « si ce soir nous n'avons pas de nouvelles. Pardieu, nous mettre à sa recherche ?»« Bien, dit Athos. »« Mais Raoul ?» demanda Aramis. Un léger nuage passa sur le front du comte. « Raoul me donne beaucoup d'inquiétude, dit-il. Il a reçu hier un message du prince de Condé. Il est allé le rejoindre à Saint-Cloud et n'est pas revenu. »« N'avez-vous point vu madame de Chevreuse ? » ?»« Elle n'était point chez elle. Et vous, Aramis, vous deviez passer, je crois, chez madame de Longueville. »« J'y ai passé, en effet. »« Eh bien ? » ?»« Elle n'était point chez elle non plus, mais au moins elle avait laissé l'adresse de son nouveau logement. »« Où était-elle ? » ?»« Devinez, je vous le donne en 1000. »« Comment voulez-vous que je devine où est à minuit ? Car je présume que c'est en me quittant que vous vous êtes présenté chez elle. Comment, dis-je, voulez-vous que je devine où est à minuit la plus belle et la plus active de toutes les frondeuses ? » ?»« À l'hôtel de ville, mon cher. »« Comment, à l'hôtel de ville ? Est-elle donc nommée prévôt des marchands ? » ?»« Non, mais elle s'est faite reine de Paris par intérim, et comme elle n'a pas osé de prime abord aller s'établir au Palais-Royal ou aux Tuileries, elle s'est installée à l'hôtel de ville, où elle va donner incessamment un héritier ou une héritière à ce cher duc. »« Vous ne m'aviez pas fait part de cette circonstance, Aramis, » dit Athos. « Bah, vraiment, c'est un oubli alors, excusez-moi. »« Maintenant, demanda Athos, qu'allons-nous faire d'ici à ce soir ? Nous voici fort désœuvrés, ce me semble. Vous oubliez, mon ami, que nous avons de la besogne toute taillée. »« Où cela ? » ?»« Du côté de Charenton, morbleu. J'ai l'espérance, d'après sa promesse, de rencontrer là un certain monsieur de Châtillon, que je déteste depuis longtemps. »« Et pourquoi cela ? » ?»« Parce qu'il est frère d'un certain monsieur de Coligny. »« Ah, c'est vrai, j'oubliais. Lequel a prétendu à l'honneur d'être votre rival. Il a été bien cruellement puni de cette audace, mon cher, et, en vérité, cela devrait vous suffire. »« Oui, mais que voulez-vous ? Cela ne me suffit point. Je suis rancunier. C'est le seul point par lequel je tienne à l'église. Après cela, vous comprenez, Athos, vous n'êtes aucunement forcé de me suivre. »« Allons donc, dit Athos, vous plaisantez. »« En ce cas, mon cher, si vous êtes décidé à m'accompagner, il n'y a point de temps à perdre. Le tambour a battu, j'ai rencontré les canons qui partaient, j'ai vu les bourgeois qui se rangeaient en bataille sur la place de l'hôtel de ville. On va bien certainement se battre vers Charenton,
comme l'a dit hier le duc de Châtillon. J'aurais cru, dit Athos, que les conférences de cette nuit avaient changé quelque chose à ses dispositions belliqueuses. Oui, sans doute, mais on ne s'en battra pas moins, ne fût-ce que pour mieux masquer ces conférences. Pauvres gens, dit Athos, qui vont se faire tuer pour qu'on rende Sedan à monsieur de Bouillon, pour qu'on donne la survivance de l'amirauté à monsieur de Beaufort, et pour que le coadjuteur soit cardinal. Allons, allons, mon cher, dit Aramis, convenez que vous ne seriez pas si philosophe si votre Raoul ne se devait point trouver à toute cette bagarre. Peut-être dites-vous vrai, Aramis. Eh bien, allons donc où l'on se bat, c'est un moyen sûr de retrouver d'Artagnan, Porthos et peut-être même Raoul. Hélas, dit Athos. Mon bon ami, dit Aramis, maintenant que nous sommes à Paris, il vous faut, croyez-moi, perdre cette habitude de soupirer sans cesse. À la guerre, morbleu, comme à la guerre, Athos. N'êtes-vous plus homme d'épée? Et vous êtes-vous fait d'église, voyons. Tenez, voilà de beaux bourgeois qui passent. C'est engageant, Tudieu. Et ce capitaine, voyez donc, ça vous a presque une tournure militaire. Ils sortent de la rue du Mouton. Tambour en tête, comme de vrais soldats. Mais voyez donc ce gaillard-là, comme il se balance, comme il se cambre. Fit Grimaud. Quoi? Demanda Athos. Planchet, monsieur. Lieutenant hier, dit Aramis, capitaine aujourd'hui, colonel sans doute demain. Dans 8 jours, le gaillard sera maréchal de France. Demandons-lui quelques renseignements, dit Athos. Et les deux amis s'approchèrent de Planchet, qui, plus fier que jamais d'être vu en fonction, daigna expliquer aux deux gentilshommes qu'il avait ordre de prendre position sur la place royale avec 200 hommes formant l'arrière-garde de l'armée parisienne et de se diriger de là vers Charenton quand besoin serait. Comme Athos et Aramis allaient du même côté, ils escortèrent Planchet jusque sur son terrain. Planchet fit assez adroitement manœuvrer ses hommes sur la place royale et les échelonna derrière une longue file de bourgeois placés rue et faubourg Saint-Antoine en attendant le signal du combat. « La journée sera chaude, » dit Belliquet d'un ton belliqueux. « Oui, sans doute, » répondit Aramis, « mais il y a loin d'ici à l'ennemi. »« Monsieur, on rapprochera la distance, » répondit un dizainier. Aramis salua, puis se retournant vers Athos. « Je ne me soucie pas de camper place royale avec tous ces gens-là, » dit-il. « Voulez-vous que nous marchions en avant? Nous verrons mieux les choses. Et puis, monsieur de Châtillon ne viendrait point vous chercher place royale, n'est-ce pas? Allons donc en avant, mon ami. » N'avez-vous pas 2 mots à dire de votre côté à monsieur de Flamarens? Ami, dit Athos, j'ai pris une résolution, c'est de ne plus tirer l'épée que je n'y sois forcé absolument. Et depuis quand cela? Depuis que j'ai tiré le poignard. Ah bon? Encore un souvenir de monsieur Mordaunt? Eh bien, mon cher, il ne vous manquerait plus que d'éprouver des remords d'avoir tué celui-là. Chut, dit Athos, en mettant un doigt sur sa bouche avec ce sourire triste qui n'appartenait qu'à lui. Ne parlons plus de Mordaunt, cela nous porterait malheur. Et Athos piqua vers Charenton, longeant le faubourg, puis la vallée de Fécamp, toute noire de bourgeois armés. Il va sans dire qu'Aramis le suivait d'une demi-longueur de cheval. Chapitre 83. Le combat de Charenton. À mesure qu'Athos et Aramis avançaient, et qu'en avançant ils dépassaient les différents corps échelonnés sur la route, ils voyaient les cuirasses fourbies et éclatantes succéder aux armes rouillées et les mousquets étincelants aux pertuisanes bigarrées. « Je crois que c'est ici le vrai champ de bataille, » dit Aramis. « Voyez-vous ce corps de cavalerie qui se tient en avant du pont, le pistolet au poing? Eh, prenez garde, voici du canon qui arrive. »« Ah ça, mon cher, » dit Athos, « où nous avez-vous menés? Il me semble que je vois tout autour de nous des figures appartenant à des officiers de l'armée royale. N'est-ce pas monsieur de Châtillon lui-même qui s'avance avec ses 2 brigadiers?
et Athos mit l'épée à la main, tandis qu'Aramis, croyant qu'en effet il avait dépassé les limites du camp parisien, portait la main à ses fentes. « Bonjour, messieurs, dit le duc en s'approchant. Je vois que vous ne comprenez rien à ce qui se passe, mais un mot vous expliquera tout. Nous sommes pour le moment en trêve. Il y a conférence. Monsieur le prince, monsieur de Retz, monsieur de Beaufort et monsieur de Bouillon causent en ce moment politique. Or, de deux choses l'une, ou les affaires ne s'arrangeront pas, et nous nous retrouverons chevaliers, ou elles s'arrangeront et, comme je serai débarrassé de mon commandement, nous nous retrouverons encore. » Monsieur, dit Aramis, vous parlez à merveille. Permettez-moi donc de vous adresser une question. Faites, monsieur. Où sont les plénipotentiaires? À Charenton même, dans la seconde maison à droite en entrant du côté de Paris. Et cette conférence n'était pas prévue? Non, messieurs, elle est, à ce qu'il paraît, le résultat de nouvelles propositions que monsieur de Mazarin a fait faire hier soir aux Parisiens. Athos et Aramis se regardèrent en riant. Ils savaient mieux que personne quelles étaient ces propositions, à qui elles avaient été faites, et qui les avait faites. « Et cette maison où sont les plénipotentiaires ?» demanda Athos. « Appartient à monsieur de Chanleu, qui commande vos troupes à Charenton. Je dis vos troupes, parce que je présume que ces messieurs sont frondeurs. Mais, à peu près, dit Aramis. Comment, à peu près? Eh, sans doute, monsieur. Vous le savez mieux que personne. Dans ce temps-ci, on ne peut pas dire bien précisément ce qu'on est. Nous sommes pour le roi, et messieurs les princes, dit Athos. Il faut cependant nous entendre, dit Chatillon. Le roi est avec nous, et il a pour généralissime messieurs d'Orléans et de Condé. Oui, dit Athos, mais sa place est dans nos rangs avec messieurs de Conti, de Beaufort, d'Elbeuf et de Bouillon. Cela peut être, dit Chatillon, et l'on sait que pour mon compte, j'ai assez peu de sympathie pour monsieur de Mazarin. Mes intérêts mêmes sont à Paris. J'ai là un grand procès d'où dépend toute ma fortune, et tel que vous me voyez, je viens de consulter mon avocat. À Paris? Non pas, à Charenton. Monsieur Viole, que vous connaissez de nom, un excellent homme, un peu têtu, mais il n'est pas du Parlement pour rien. Je comptais le voir hier soir, mais notre rencontre m'a empêché de m'occuper de mes affaires. Or, comme il faut que les affaires se fassent, j'ai profité de la trêve. Et voilà comment je me trouve au milieu de vous. « Monsieur Viole donne donc ses consultations en plein vent ?» demanda Aramis en riant. « Oui, monsieur, et à cheval même. Il commande 500 pistoliers pour aujourd'hui, et je lui ai rendu visite accompagné, pour lui faire honneur, de ces 2 petites pièces de canon, en tête desquelles vous avez paru si étonné de me voir. Je ne le reconnaissais pas d'abord, je dois l'avouer. Il a une longue épée sur sa robe et des pistolets à sa ceinture, ce qui lui donne un air formidable qui vous ferait plaisir si vous aviez le bonheur de le rencontrer. S'il est si curieux à voir, on peut se donner la peine de le chercher tout exprès, dit Aramis. Il faudrait vous hâter, monsieur, car les conférences ne peuvent durer longtemps encore. Et si elles sont rompues sans amener de résultat, dit Athos, vous allez tenter d'enlever Charenton? C'est mon ordre. Je commande les troupes d'attaque, et je ferai de mon mieux pour réussir. Monsieur, dit Athos, puisque vous commandez la cavalerie. Pardon, je commande en chef. Mieux encore, vous devez connaître tous vos officiers, j'entends tous ceux qui sont de distinction. Mais oui, à peu près. Soyez assez bon pour me dire alors si vous n'avez pas sous vos ordres monsieur le chevalier d'Artagnan, lieutenant aux mousquetaires. Non, monsieur, il n'est pas avec nous. Depuis plus de 6 semaines, il a quitté Paris, et il est, dit-on, en mission en Angleterre. Je savais cela, mais je le croyais de retour. Non, monsieur, et je ne sache point que personne l'ait revu. Je puis d'autant mieux vous répondre à ce sujet que les mousquetaires sont des nôtres, et que c'est monsieur de Cambon qui, par intérim, tient la place de monsieur d'Artagnan. Les 2 amis se regardèrent. « Vous voyez, dit Athos. « C'est étrange, dit Aramis. Il faut absolument qu'il leur soit arrivé malheur en route. Nous sommes aujourd'hui le 8, c'est ce soir qu'expire le délai fixé.
Si ce soir nous n'avons point de nouvelles, demain matin nous partirons. » Athos se fit de la tête un signe affirmatif, puis se retournant. « Et monsieur de Bragelonne, un jeune homme de 15 ans, attaché à monsieur le prince ?» demanda Athos, presque embarrassé de laisser percer ainsi devant le sceptique Aramis ses préoccupations paternelles. « A-t-il l'honneur d'être connu de vous, monsieur le duc ?»« Oui, certainement, » répondit Chatillon. « Il nous est arrivé ce matin avec monsieur le prince. Un charmant jeune homme. Il est de vos amis, monsieur le comte ?»« Oui, monsieur, » répliqua Athos, doucement ému. « À telle enseigne que j'aurais même le désir de le voir. Est-ce possible ? » ?»« Très possible, monsieur. Veuillez m'accompagner, et je vous conduirai au quartier général. »« Oh là !» dit Aramis en se retournant. « Voilà bien du bruit derrière nous. Ce me semble. »« En effet, un gros de cavaliers vient à nous, » fit Chatillon. « Je reconnais monsieur le coadjuteur à son chapeau de la fronde. Et moi, monsieur de Beaufort à ses plumes blanches. Ils viennent au galop, monsieur le prince est avec eux. Ah, voilà qu'il les quitte. »« On bat le rappel !» s'écria Chatillon. « Entendez-vous ? Il faut nous informer. » En effet, on voyait les soldats courir à leurs armes, les cavaliers qui étaient à pied se remettre en selle, les trompettes sonnaient, les tambours battaient. Monsieur de Beaufort tira l'épée. De son côté, monsieur le prince fit un signe de rappel, et tous les officiers de l'armée royale, mêlés momentanément aux troupes parisiennes, coururent à lui. « Messieurs, » dit Chatillon, « la trêve est rompue. C'est évident, on va se battre. Rentrez donc dans Charenton, car j'attaquerai sous peu. Voilà le signal que monsieur le prince me donne. » En effet, une cornette élevait par 3 fois en l'air le guidon de monsieur le prince. « Au revoir, monsieur le chevalier !» cria Chatillon. Et il partit au galop pour rejoindre son escorte. Athos et Aramis tournèrent bride de leur côté et vinrent saluer le coadjuteur et monsieur de Beaufort. Quant à monsieur de Bouillon, il avait eu vers la fin de la conférence un si terrible accès de goutte qu'on avait été obligé de le reconduire à Paris en litière. En échange, monsieur le duc d'Elbeuf, entouré de ses 4 fils, comme d'un état-major, parcourait les rangs de l'armée parisienne. Pendant ce temps, entre Charenton et l'armée royale, se formait un long espace blanc qui semblait se préparer pour servir de dernière couche aux cadavres. « Ce Mazarin est véritablement une honte pour la France, » dit le coadjuteur en resserrant le ceinturon de son épée qu'il portait, à la mode des anciens prélats militaires, sur sa simarre archiépiscopale. « C'est un cuistre qui voudrait gouverner la France comme une métairie. Aussi la France ne peut-elle espérer de bonheur et de tranquillité que lorsqu'il en sera sorti. »« Il paraît que l'on ne s'est pas entendu sur la couleur du chapeau, » dit Aramis. Au même instant, monsieur de Beaufort leva son épée. « Messieurs, dit-il, nous avons fait de la diplomatie inutile. Nous voulions nous débarrasser de ce pleutre de Mazarini. Mais la reine, qui en est embéguinée, le veut absolument garder pour ministre, de sorte qu'il ne nous reste plus qu'une ressource, c'est de le battre congrument. »« Bon, dit le coadjuteur, voilà l'éloquence accoutumée de monsieur de Beaufort. »« Heureusement, dit Aramis, qu'il corrige ses fautes de français avec la pointe de son épée. »« Peu, fit le coadjuteur avec mépris, je vous jure que dans toute cette guerre il est bien pâle. » Et il tira son épée à son tour. « Messieurs, dit-il, voilà l'ennemi qui vient à nous. Nous lui épargnerons bien, je l'espère, la moitié du chemin. » Et sans s'inquiéter s'il était suivi ou non, il partit. Son régiment, qui portait le nom de régiment de Corinthe, du nom de son archevêché, s'ébranla derrière lui et commença la mêlée. De son côté, M. de Beaufort lançait sa cavalerie sous la conduite de M. de Noirmoutier vers Étampes, où elle devait rencontrer un convoi de vivres impatiemment attendu par les Parisiens. M. de Beaufort s'apprêtait à le soutenir. M. de Clanleu, qui commandait la place, se tenait, avec le plus fort de ses troupes, prêt à résister à l'assaut et même, au cas où l'ennemi serait repoussé, à tenter une sortie. Au bout d'une demi-heure, le combat était engagé sur tous les points. Le coadjuteur, que la réputation de courage de M. de Beaufort exaspérait, s'était jeté en avant et faisait personnellement des merveilles de courage.
Sa vocation, on le sait, était l'épée, et il était heureux chaque fois qu'il la pouvait tirer du fourreau, n'importe pour qui ou pourquoi. Mais dans cette circonstance, s'il avait bien fait son métier de soldat, il avait mal fait celui de colonel. Avec 700 ou 800 hommes, il était allé heurter 3000 hommes, lesquels, à leur tour, s'étaient ébranlés tout d'une masse et ramenaient tambour battant les soldats du coadjuteur qui arrivèrent en désordre au rempart. Mais le feu de l'artillerie de Clanleu arrêta court l'armée royale, qui parut un instant ébranlée. Cependant cela dura peu, et elle alla se reformer derrière un groupe de maisons et un petit bois. Clanleu crut que le moment était venu. Il s'élança à la tête de 2 régiments pour poursuivre l'armée royale. Mais, comme nous l'avons dit, elle s'était reformée et revenait à la charge, guidée par M. de Châtillon en personne. La charge fut si rude et si habilement conduite que Clanleu et ses hommes se trouvèrent presque entourés. Clanleu ordonna la retraite, qui commença de s'exécuter pied à pied, pas à pas. Malheureusement, au bout d'un instant, Clanleu tomba, mortellement frappé. Monsieur de Châtillon le vit tomber et annonça tout haut cette mort, qui redoubla le courage de l'armée royale et démoralisa complètement les 2 régiments avec lesquels Clanleu avait fait sa sortie. En conséquence, chacun songea à son salut et ne s'occupa plus que de regagner les retranchements, au pied desquels le coadjuteur essayait de reformer son régiment écharpé. Tout à coup, un escadron de cavalerie vint à la rencontre des vainqueurs, qui entraient pêle-mêle avec les fugitifs dans les retranchements. Athos et Aramis chargeaient en tête. Aramis l'épée et le pistolet à la main, Athos l'épée au fourreau, le pistolet aux fontes. Athos était calme et froid, comme dans une parade. Seulement, son beau et noble regard s'attristait, en voyant s'entre-égorger tant d'hommes que sacrifiait d'un côté l'entêtement royal et de l'autre côté la rancune des princes. Aramis, au contraire, tuait et s'enivrait peu à peu, selon son habitude. Ses yeux vifs devenaient ardents, sa bouche, si finement découpée, souriait d'un sourire lugubre, ses narines ouvertes aspiraient l'odeur du sang. Chacun de ses coups d'épée frappait juste, et le pommeau de son pistolet achevait, assommait le blessé qui essayait de se relever. Du côté opposé, et dans les rangs de l'armée royale, 2 cavaliers, l'un couvert d'une cuirasse dorée, l'autre d'un simple buffle duquel sortaient les manches d'un justaucorps de velours bleu, chargeaient au premier rang. Le cavalier à la cuirasse dorée vint heurter Aramis et lui porta un coup d'épée qu'Aramis para avec son habileté ordinaire. « Ah, c'est vous, monsieur de Châtillon !» s'écria le chevalier. « Soyez le bienvenu, je vous attendais. »« J'espère ne vous avoir pas trop fait attendre, monsieur, » dit le duc. « En tout cas, me voici. »« Monsieur de Châtillon, » dit Aramis en tirant de ses fontes un second pistolet qu'il avait réservé pour cette occasion. « Je crois que si votre pistolet est déchargé, vous êtes un homme mort. »« Dieu merci, » dit Châtillon, « il ne l'est pas. » Et le duc, levant son pistolet sur Aramis, l'ajusta et fit feu. Mais Aramis courba la tête au moment où il vit le duc appuyer le doigt sur la gâchette, et la balle passa, sans l'atteindre, au-dessus de lui. « Ah, vous m'avez manqué, » dit Aramis, « mais moi, j'en jure Dieu, je ne vous manquerai pas. »« Si je vous en laisse le temps !» s'écria M. de Châtillon en piquant son cheval et en bondissant sur lui l'épée haute. Aramis l'attendit avec ce sourire terrible qui lui était propre en pareille occasion, et Athos, qui voyait M. de Châtillon s'avancer sur Aramis avec la rapidité de l'éclair, ouvrait la bouche pour crier « Tirez ! Mais tirez donc !» quand le coup partit. M. de Châtillon ouvrit les bras et se renversa sur la croupe de son cheval. La balle lui était entrée dans la poitrine par l'échancrure de la cuirasse. « Je suis mort », murmura le duc, et il glissa de son cheval à terre. « Je vous l'avais dit, monsieur, et je suis fâché maintenant d'avoir si bien tenu ma parole. Puis-je vous être bon à quelque chose ?» Châtillon fit un signe de la main, et Aramis s'apprêtait à descendre quand tout à coup il reçut un choc violent dans le côté. C'était un coup d'épée, mais la cuirasse para le coup. Il se tourna vivement, saisit ce nouvel antagoniste par le poignet, quand 2 cris partirent en même temps, l'un poussé par lui, l'autre par Athos. « Raoul !
Le jeune homme reconnut à la fois la figure du chevalier d'Herblay et la voix de son père, et laissa tomber son épée. Plusieurs cavaliers de l'armée parisienne s'élancèrent en ce moment sur Raoul, mais Aramis le couvrit de son épée. « Prisonnier, à moi! Passez donc au large !» cria-t-il. Athos, pendant ce temps, prenait le cheval de son fils par la bride et l'entraînait hors de la mêlée. En ce moment, monsieur le prince, qui soutenait monsieur de Châtillon en seconde ligne, apparut au milieu de la mêlée. On vit briller son œil d'aigle et on le reconnut à ses coups. À sa vue, le régiment de l'archevêque de Corinthe, que le coadjuteur, malgré tous ses efforts, n'avait pu réorganiser, se jeta au milieu des troupes parisiennes, renversa tout et rentra en fuyant dans Charenton, qu'il traversa sans s'arrêter. Le coadjuteur, entraîné par lui, repassa près du groupe formé par Athos, par Aramis et Raoul. « Ah ah !» dit Aramis, qui ne pouvait, dans sa jalousie, ne pas se réjouir de l'échec arrivé au coadjuteur. « En votre qualité d'archevêque, monseigneur, vous devez connaître les Écritures. »« Et qu'ont de commun les Écritures avec ce qui m'arrive ?» demanda le coadjuteur. « Que monsieur le prince vous traite aujourd'hui comme saint Paul, la première aux Corinthiens. »« Allons, allons, dit Athos, le mot est joli, mais il ne faut pas attendre ici les compliments. En avant, ou plutôt en arrière, car la bataille m'a bien l'air d'être perdue pour les frondeurs. »« Cela m'est bien égal, dit Aramis. Je ne venais ici que pour rencontrer monsieur de Châtillon. Je l'ai rencontré, je suis content. Un duel avec un Châtillon, c'est flatteur. »« Et de plus un prisonnier, dit Athos, en montrant Raoul. Les trois cavaliers continuèrent la route au galop. Le jeune homme avait ressenti un frisson de joie en retrouvant son père. Ils galopaient l'un à côté de l'autre, la main gauche du jeune homme dans la main droite d'Athos. Quand ils furent loin du champ de bataille, « Qu'alliez-vous donc faire si avant dans la mêlée, mon ami ?» demanda Athos au jeune homme. « Ce n'était point là votre place, ce me semble, n'étant pas mieux armé pour le combat. »« Aussi, ne devais-je point me battre aujourd'hui, monsieur. J'étais chargé d'une mission pour le cardinal, et je partais pour Rueil, quand, voyant charger monsieur de Châtillon, l'envie me prit de charger à ses côtés. C'est alors qu'il me dit que 2 cavaliers de l'armée parisienne me cherchaient, et qu'il me nomma le comte de la Fère. »« Comment ? Vous saviez que nous étions là, et vous avez voulu tuer votre ami le chevalier ?»« Je n'avais point reconnu monsieur le chevalier sous son armure, » dit en rougissant Raoul, « mais j'aurais dû le reconnaître à son adresse et à son sang-froid. »« Merci du compliment, mon jeune ami, » dit Aramis, « et l'on voit qui vous a donné des leçons de courtoisie. Mais vous allez à Rueil, dites-vous ? » ?»« Oui. »« Chez le cardinal ? » ?»« Sans doute. J'ai une dépêche de monsieur le prince pour son éminence. »« Il faut la porter, » dit Athos. « Oh, pour cela, un instant. Pas de fausse générosité, comte. Que diable, notre sort, et, ce qui est plus important, le sort de nos amis, est peut-être dans cette dépêche. »« Mais il ne faut pas que ce jeune homme manque à son devoir, » dit Athos. « D'abord, comte, ce jeune homme est prisonnier, vous l'oubliez. Ce que nous faisons là est de bonne guerre. D'ailleurs, des vaincus ne doivent pas être difficiles sur le choix des moyens. Donnez cette dépêche, Raoul. » Raoul hésita, regardant Athos comme pour chercher une règle de conduite dans ses yeux. « Donnez la dépêche, Raoul, » dit Athos. « Vous êtes le prisonnier du chevalier d'Herblay. » Raoul céda avec répugnance, mais Aramis, moins scrupuleux que le comte de la Fère, saisit la dépêche avec empressement, la parcourut et la rendant à Athos. « Vous, dit-il, qui êtes croyant, lisez et voyez, en y réfléchissant, dans cette lettre, quelque chose que la Providence juge important que nous sachions. » Athos prit la lettre tout en fronçant son beau sourcil, mais l'idée qu'il était question dans la lettre de d'Artagnan l'aida à vaincre le dégoût qu'il éprouvait à la lire. Voici ce qu'il y avait dans la lettre. « Monseigneur, j'enverrai ce soir à votre éminence pour renforcer la troupe de monsieur de Comminges les 10 hommes que vous demandez. Ce sont de bons soldats, propres à maintenir les 2 rudes adversaires dont votre éminence craint l'adresse et la résolution. »« Oh, oh !» dit Athos. « Eh bien, demanda Aramis, que vous semble de 2 adversaires qu'il faut, outre la troupe de Comminges, 10 bons soldats pour garder ?
Cela ne ressemble-t-il pas comme 2 gouttes d'eau à D'Artagnan et à Porthos ? Nous allons battre Paris toute la journée, dit Athos, et si nous n'avons pas de nouvelles ce soir, nous reprendrons le chemin de la Picardie, et je réponds, grâce à l'imagination de D'Artagnan, que nous ne tarderons pas à trouver quelque indication qui nous enlèvera tous nos doutes. Battons donc Paris, et informons-nous, à Planchet surtout, s'il n'aura point entendu parler de son ancien maître. Ce pauvre Planchet, vous en parlez bien à votre aise, Aramis. Il est massacré sans doute. Tous ces belliqueux bourgeois seront sortis et l'on aura fait un massacre. Comme c'était assez probable, ce fut avec un sentiment d'inquiétude que les 2 amis rentrèrent à Paris par la porte du Temple et qu'ils se dirigèrent vers la place royale où ils comptaient avoir des nouvelles de ces pauvres bourgeois. Mais l'étonnement des 2 amis fut grand lorsqu'ils les trouvèrent buvant et goguenardant, eux et leur capitaine, toujours campés place royale et pleurés sans doute par leur famille qui entendait le bruit du canon de Charenton et les croyait au feu. Athos et Aramis s'informèrent de nouveau à Planchet, mais ils n'avaient rien su de D'Artagnan. Ils voulurent l'emmener, il leur déclara qu'il ne pouvait quitter son poste sans ordre supérieur. À 5 heures seulement, ils rentrèrent chez eux en disant qu'ils revenaient de la bataille. Ils n'avaient pas perdu de vue le cheval de bronze de Louis XIII. « 1000 tonnerres !» dit Planchet en rentrant dans sa boutique de la rue des Lombards. « Nous avons été battus à plate couture. »« Je ne m'en consolerai jamais, »